émission en direct du siège du FESPACO. Vous le savez, on se retrouve tous les soirs pour ensemble autour de notre table échanger et discuter sur des sujets et des thématiques qui concernent l'univers du cinéma. Car oui, nous sommes au cœur du FESPACO, dans Écran FESPACO. Et ce plateau, je le partage avec ma grande sœur bien-aimée, Mounadia. Et comment ça va? Ça va très bien Stéphanie, et toi? Ça va, tu tiens le coup? Tu es très élégante ce soir. Merci beaucoup. Alors, je suis habillée par la maison Tibonti. Oui. Et j'ai eu droit à une surprise aujourd'hui parce que juste avant de monter sur le plateau, on m'a offert des boucles d'oreilles C'est pas mal. de la maison Très, Heidi très Pearl, bien. collection spéciale FESPACO. Parfait, Donc franchement, bien, je suis très bien. hyper J'irai contente chercher les miennes après. aujourd'hui. D'accord. En tout cas, Dalida l'a entendu, hein, ma grande sœur attend ça. Heidi Pearl, le message est passé, tu iras récupérer pour toi après. En tout cas, un grand merci à ces deux maisons qui m'ont sublimé ce soir. Et ce soir, justement, on va parler de promotion, donc autant dans le secteur du cinéma que dans les médias, parce que oui, une chose c'est de faire de la création, une chose c'est de travailler dur pour produire des films de qualité, une autre chose c'est de s'assurer que ces films sont consommés, arrivent au niveau du public et qui sont les acteurs de la chaîne. On en parlera aujourd'hui, mais on va s'intéresser spécifiquement à la question des médias. Alors notre thématique ce soir, médias et promotion du cinéma. Moi, je me demandais, est-ce qu'on est alliés, on est concurrents, même si de base, on va dire que le cinéma, c'est un média. Donc, comment on utilise ses pairs, concurrents ou pas, pour faire sa propre promotion? On en parlera aujourd'hui. Je pense qu'on travaille tous ensemble et que les uns sont complémentaires des autres ou inversement. Et puis voilà, c'est le tout qui fait que ça marche ensemble. Absolument, voilà. Sinon je pense que tous ces moyens de la chaîne n'existeraient pas. Exactement. Eh bien pour en parler, vous le savez, on reçoit toujours un panel d'invités. C'est le seul homme de notre panel ce soir, on va commencer par lui, parce que vous savez comment je fonctionne, j'aime bien mettre la minorité en valeur. N'est-ce pas? La minorité en valeur, si je peux le dire ainsi. Nous avons la chance d'avoir M. Idriss Ouedraogo, il est consultant média, également dans la communication. Et un petit oiseau m'a dit qu'il était l'auteur de l'affiche du cinquantenaire du FESPACO. Ah oui, avec l'égérie. Ah oui. Tout à fait. C'est un pur hasard. Hein. Ah oui, exactement. Il y a des choses très magiques qui se passent sur ton ce plateau. En fait. Franchement, ça, c'est un pur hasard qu'on soit côte à côte. Comme avec les médias. Oui, ça va bien se passer. Sûr? Oui, j'ai... Oh oui, bon, pas trop intimidé. Parce que Ah! Non, vous inquiétez pas, il y a quelques vaches que je suis venue avec. Je suis venue avec quelques vaches aussi, vous inquiétez pas. Vous aurez votre barrique de lait tout à l'heure. Vous en faites pas, le quotageur il est respecté hors plateau. Ah ok, d'accord. C'est ceux qui sont off. Si on prend tout le monde ensemble, ça équilibre les choses, donc ne vous en faites pas. Parce que quand on réclame le quota, alors, c'est juste une impression, hein, mais il faut que je sois sûre que je comprenne. D'abord, il a insisté pour dire tout va bien, ça va bien se passer, je ne suis même pas intimidée. Du coup, je me demande s'il n'essaie pas de se convaincre lui-même ou s'il est tranquille. Non, mais bon, c'est normal, c'est un peu casse, mais c'est normal. C'est bon. Ça et commence pas du tout intimidé. Absolument pas, on peut le constater. En tout cas, juste à côté de M. Ouedraogo, nous avons l'immense plaisir d'avoir Madame Oussama Monique Sayon. Elle est journaliste, elle est également la promotrice d'Étoiles d'Afrique et critique du cinéma. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous nos téléspectateurs, je vais très bien. Ce soir, changement de rôle parce qu'elle travaille sur une chaîne de télé sénégalaise. Je pense qu'en temps normal, elle pose des questions, elle entretient les gens. Ouais. Et ce soir, on va faire différent. Oui, ça va pas être différent, c'est la famille, on va juste inverser les rôles, je vais répondre aux questions et peut-être qu'aussi je vais en poser, on ne sait jamais. Absolument. Si vous permettez. Surtout à M. Ouedraogo. D'accord. Voilà. En tout cas, j'espère que le FESPACO se passe bien. Ça se passe très bien, c'est tout un plaisir d'être là, d'être à Ouaga, la chaleur de Ouaga, j'adore. Et oui. Voilà, les festivaliers. C'est la première qui dit ça. Ah, chaleur de Ouaga, j'adore. J'adore. Tant mieux. Voilà, donc on rencontre plein de monde, des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir, ceux qu'on voyait au petit écran, ceux qu'on avait l'habitude de lire ou bien avec qui on échangeait sur les réseaux, on les rencontre, voilà, on fait plein de choses à Ouaga, le calendrier est chargé et j'espère qu'on va rentrer avec plein de bagages.
On l'espère aussi. Je pense aussi d'ailleurs que les valises sont déjà pratiquement pleines, vu qu'on est plein au milieu de... On tire lentement et sûrement vers la dernière ligne droite du FESPACO. Donc je pense que oui. Excédent de bagages, ne vous en faites pas, n'hésitez pas. On va gérer. De toute façon, il y a une forte délégation sénégalaise. On peut se partager les pagnes et tout. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, c'est très beau ce qu'elle porte. C'est du cocodonda ou ça vient du Sénégal? C'est du cocodonda, mais confectionné au Sénégal. Ah, voilà. Magnifique. C'est un métissage sénégalo-burkinabé. Et on voit le résultat. Burkina, voilà. Une coproduction, c'est parfait. C'est le mot. Donc je suis la distributrice. Et ben voilà. Ben voilà. Et en parlant de distribution, justement, on tourne vers Claire, qui est distributrice de cinéma, journaliste également. Critique. Alors Claire, Bonsoir. Comment ça va? Ça va, un peu épuisé, mais... Est-ce que j'ai à dire bienvenue à Claire d'ailleurs? Non, ben voilà, justement. Claire Diao. Bien sûr. Mais comment ça se passe? Parce que depuis qu'elle est là, ça court dans tous les sens quand même pour FESPACO. J'ai décidé de prendre un chauffeur là, maintenant. Parce que j'ai commencé la semaine en me disant que j'allais pouvoir naviguer entre les navettes du festival, etc. C'est pas la peine. Les horaires, on commence à 10h, on tourne la tête, il est 16h. C'est ça, c'est vrai que les journées passent très vite. Très très vite. Et en plus, les lieux sont souvent plus ou moins éloignés. Quand tu viens au FESPACO, il faut se préparer à bien connaître Ouagadougou. Parce que premier FESPACO, on ne sait pas, mais deuxième FESPACO, normalement, tranquille, tu peux vers le guide à Ouaga. C'est vrai, la configuration change en fonction des éditions. Effectivement, il y a des éditions où tout ce qui était professionnel était très éloigné du siège du FESPACO, très éloigné des salles de cinéma. Et cette année, je pense qu'il y a une configuration qui est différente. Et il faut vraiment, dès le début, avoir un programme, soit prendre une salle et y rester. Parce que si tu commences, tu fais une salle là, tu vas avoir un autre film là, après c'est fini. Le désordre, il va commencer tout de suite. Parce que beaucoup d'heures en circulation, risque de louper les projections, parce que oui, il y a des projections qui repoussent du monde, donc quand on n'est pas là une heure souvent ou plus avant, comme on le dirait les jeunes, c'est mort quoi, laisse tomber demain. Et justement, quand on voit des projections qui refusent du monde, on se dit waouh. C'est dire que ça plaît, mais surtout c'est dire que les gens sont au courant que cette projection est programmée. C'est dire qu'il y a eu un travail de promotion avant. Donc aujourd'hui, on en parle. Vous êtes tous les trois des habitués des médias et vous travaillez également pour le cinéma. Déjà, pour chacun de vous, tour de table, c'est quoi le rapport avec le cinéma pour M. Ouedraogo? Alors, bon, j'ai peut-être... au niveau agence communication, c'est une approche forcément marketing, donc globale. Ça veut dire que le produit en lui-même ne se vend pas, même s'il est bon. Et pour mieux le vendre, il vaut mieux déjà à la conception du produit en tenir compte. Et puis après, les médias, disons, c'est un déroulement. C'est vrai qu'on a les médias classiques, mais dans les cartes de responsables des relations presse ou de la communication, il y a plusieurs supports, dont certainement les médias. Alors les médias, c'est vrai que d'une part, c'est un support de diffusion, de promotion, mais d'autre part aussi, c'est un diffuseur, c'est comment vous dire, un distributeur. En fait, il rentre dans la chaîne de valeur du cinéma. Donc la bonne affaire, c'est de prendre conscience déjà que le film est, comme disait Malraux, art et industrie. Forcément, il y a un volet industriel. Et donc, c'est déjà à la conception qu'il faudrait, j'allais dire, inséminer le potentiel de vente, de promotion de ce film-là. Un film dont la thématique, les acteurs, j'allais dire la portée même, l'angle d'attaque, ne concerne qu'un cœur de cible peut compromettre sa promotion, quel que soit ce qu'on fera. Donc je vais dire que c'est un tout pour la promotion. Au moment où on est en train d'avoir même l'idée, c'est en même temps de tenir compte des autres facteurs de promotion. Ok, d'accord. Mais on le dit quand même, ça reste de l'art. Est-ce qu'en pensant et en réfléchissant à la conception d'une œuvre artistique, l'aspect commercial vient immédiatement dans l'esprit du créateur, Claire? C'est la partie du producteur, c'est celui qui va chercher l'argent et qui donc doit penser en termes de revenus, comment rentabiliser le film. Donc normalement c'est en amont même
du projet du film qu'on va penser stratégiquement. Est-ce que c'est dédié à une télévision, à une plateforme? Est-ce que c'est dédié à une sortie salle? Et du coup, comment on va rentabiliser ça? C'est vrai qu'ici, là, dans nos cinémas, ce qui manque, c'est toute la partie marketing, promotion, valorisation autour de la distribution. On est très fort, je pense, dans la conception, effectivement, la partie artistique, mais la partie industrie fait malheureusement défaut et on le voit très souvent sur les marchés internationaux du cinéma. Mais il y a très peu de pays africains qui ont un stand et du coup, il y a très peu de représentants qui sont présents pour négocier. En fait, c'est du commerce, hein. C'est négocier, on vend, on loue, donc on génère de l'argent avec des films. Et moi, j'ai l'impression que côté francophone, on n'est pas très bon là-dedans. Il y a un rapport à l'argent très compliqué, ça crée tout de suite des tensions, etc. Et donc, on va dire, voilà, l'œuvre pour l'œuvre, on est ravis de la montrer, mais non, c'est pas ça qui va remplir un frigo. Et malheureusement, tous ces artistes, ils ont des familles à nourrir et surtout, ils ont une carrière à poursuivre. Donc, c'est pas logique de commencer à chaque fois à zéro. Mais côté africain anglophone, en revanche, c'est l'inverse. Ils sont très forts côté business, parfois à l'encontre du produit, puisque des fois le film va être de qualité médiocre, mais alors vous allez avoir des affiches géantes partout et ils vont vraiment travailler leur stratégie de communication. Donc après, c'est au public de faire son choix. Souvent, c'est pas rare de se retrouver en salle et de dire, mais en fait, tout était dans la bande-annonce après le. On a tout vu On a tout vu dans la bande-annonce. Et je pense que c'est un point de vue que partage Mouna pour revenir au fait que l'artiste doit quand même vivre de son art et qu'à un moment donné, il faut comprendre que ça a une valeur et qu'il faut mettre le prix qu'il faut pour arriver à avoir un retour sur investissement, que tous les acteurs de la chaîne puissent vivre dignement. C'est surtout ça, hein, de ça qu'il est question, la dignité de l'artiste derrière. Par rapport à la communication dans les festivals, comment ça se passe? Parce que souvent, les productions elles-mêmes viennent, installent leurs affiches, font leur support de communication et communiquent. En tant que distributrice, vous avez déjà une vision sur les films qui sont à ce festival-là, vous les avez vus avant. Vous participez, vous contribuez à la distribution, à la communication de ce film dans le festival ou pas? Ou vous intervenez à quel moment sur des projet. films qu'on distribuerait qui seraient au festival ou pour aller chercher des films dans un festival? Les deux. Distributeur, c'est toutes les casquettes. C'est avoir une connaissance du marché, donc qu'est-ce que les gens attendent et souhaitent, et aller chercher en fonction. Donc si on va dans un festival avec un film, ça va être forcément communiquer, ramener du public en salle, etc. Mais ça va être aussi trouver les personnes qui nous intéressent pour qu'elles voient le film, s'assurer qu'elles voient le film. Par exemple, là je reviens du festival de Berlin, tout l'enjeu c'était quand il y avait des projections au marché du film, vous avez le film qui fait sa première mondiale, par exemple le mardi, le samedi vous avez une projection que pour les gens qui ont un badge industrie du cinéma. Ça veut dire c'est les acheteurs, c'est les chaînes de télévision, c'est les programmateurs de festivals. Et quand c'est très bien rodé, j'espère un jour on aura ça avec le FESPACO, à l'issue de la projection, vous avez un bilan, un fichier qu'on vous envoie par mail de toutes les personnes qui sont venues assister à votre projection, avec leur nom, leur adresse, leurs emails. Et moi, mon travail de distributrice, c'est de relancer derrière. Bonjour, vous avez vu le film à telle date, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous intéresse? Et en fonction après de l'intérêt des gens, on va commencer à négocier, on va réfléchir à la stratégie dans les territoires, où est-ce qu'on fait des premières, parce qu'il y a la première mondiale, c'est la première fois qu'on montre le film au monde. La première internationale, c'est la deuxième fois qu'on le montre dans un autre pays que là où il a fait sa première mondiale. Et après, par territoire, vous pouvez avoir des premières. Par exemple, on peut faire sa première au FESPACO et la deuxième au Récis à Ouagadougou. On peut faire sa première à Dakarcourt et la deuxième projection à Imagévie. Voilà, enfin, dans chaque pays, on peut connaître un peu la hiérarchie des festivals. Et du coup, pendant les festivals, pour communiquer, effectivement, il y a en amont du festival, en général, c'est au moment de l'annonce de la sélection, vous allez commencer avec des visuels en mettant le logo du festival. Vous allez faire une bande-annonce. Nous, en général, on jongle entre des visuels qui annoncent les projections du film et des bandes-annonces qu'on va sortir, par exemple, le jour J pour dire « Ah, c'est la première mondiale, venez voir le film, il passe tel jour, à telle heure ». Après, on fait des retours en images, des photos des équipes, etc. Parce qu'on se rend compte, par exemple, sur les réseaux sociaux, que les gens adorent voir qui est derrière le film. Les comédiens, les cinéastes, etc. L'envers du décor. Et là, je le vois même pendant le FESPACO, quand je publie, les gens sont très avides. Ceux qui ne sont pas au FESPACO suivent à fond ce qui se passe au FESPACO. Ils ont l'impression d'être un peu jour après jour. Ah, il y a eu tel film, apparemment ça marche bien, etc. Donc voilà, toute la partie communication. Après, effectivement, il y a les affiches, avoir des affiches géantes. Il y en a, je sais, Apolline Traoré au FESPACO, où elle avait d'errance. C'était carrément des voitures avec le poster dessus. Je ne pense pas que ce soit sa distributrice qui l'ait fait. Je pense que c'est elle-même en tant que productrice. Mais voilà, il y a toute une longue lignée de systèmes de communication. Est-ce qu'un distributeur comment on appelle, a du flair et peut savoir, par exemple, en voyant
un film dans un festival, se dire je vais miser sur ce film parce qu'il va marcher? Je pense que oui, et c'est ça l'enjeu. Oui, oui, oui. C'est toujours le truc, c'est soit on prend juste ce qui plaît au marché. Moi, je pars du principe que comme je prends peu de films, il faut vraiment que j'y croie, puisque je vais pendant 3 ans aller taper à des portes et dire regardez ce film, il faut vraiment que vous le découvriez. Donc il faut quand même y croire. Donc oui, je pense que parfois il y a peut-être des placements stratégiques. Par exemple, il y a ceux qui attendent qu'il y ait des prix pour dire tiens, votre film m'intéresse, alors qu'ils étaient là pendant tout le festival. C'est ça. Moi, je préfère me positionner avant comme ça. C'est un prix. Si possible, au moment de la négociation, on est là, ah ben nous on était là depuis, hein, on ne s'est pas positionné parce que vous êtes pris. Et la télévision devient de plus en plus un canal de consommation des productions cinématographiques. Mais on va dire souvent, pour ce qui est produit pour le cinéma, d'abord, arrive après une certaine période de vie à la télévision. Donc la télévision maintenant se positionne pour inviter les gens en salle pour voir le film. Est-ce que c'est une stratégie qui marche encore aujourd'hui quand on a tous les réseaux sociaux et tous les autres canaux qui permettent de communiquer? On se contente à cette stratégie. Ce n'est pas la stratégie qui arrange les médias classiques, la télévision en l'occurrence. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir diffuser le film. Après la diffusion en salle ou bien en simultané, en tout cas, ne pas attendre que le film ait fait son chemin pour pouvoir le diffuser. Ce qu'on aimerait, c'est être associé en amont et en aval du film. Claire vient de le dire tout de suite, les gens sont friands des backstage. Comment les tournages sont faits, comment ça se passe, parce que le film ne sort pas ex nihilo, il y a toute une industrie derrière, des métiers qui gravitent autour du cinéma. Les gens aimeraient avoir ça, mais ça, les médias classiques ne peuvent pas en profiter. Après, quand le film est bien fait, est sorti, hein, on se contente de la bande-annonce, de faire passer les dates de diffusion, l'avant-première, la première mondiale, comme vient de le dire Claire. Et après, on se contente aussi d'inviter les acteurs, le producteur sur nos plateaux. On s'associe au film tant bien que mal, même si des fois, ils ne nous associent pas au film. Donc l'initiative vient souvent plus des médias plus des médias, mais n'empêche, il peut y avoir des collaboration entre le producteur, l'équipe de tournage et le média. Mais ce qui est bien, c'est moi, Claire est là, elle est distributrice. La question que je me suis toujours posée, pourquoi ça ne passe pas à la télé? C'est vrai que le cinéma, ça doit se voir sur un écran géant, à la salle de cinéma, mais tout le monde aussi ne peut pas aller à une salle de cinéma. Et dans beaucoup de pays, les nôtres, les salles de cinéma avaient fermé. On ne retrouve pas plus beaucoup de salles de cinéma. Et les cinémas se trouvent où? Dans les capitales. Pour que les autres contrées, les contrées reculées puissent voir un film, il faut qu'il y ait le ciné mobile. Ça ne se passe pas tout le temps. Donc, les médias classiques seraient un bon canal de diffusion, de promotion et même de propagande. Vous l'avez dit à votre entame, le cinéma est un média. Non, le cinéma ne peut pas concurrencer la télé, c'est juste un médium. Ce sont les médias classiques qui restent médias, mais le cinéma est juste un médium et ce médium a besoin des médias classiques et des nouveaux médias, les réseaux sociaux, parce que le public est partout et il y a beaucoup de cibles. Chaque film peut avoir sa cible, qui soit les jeunes, les moins jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, les grands qui sont plus médias classiques, qui ne peuvent pas manipuler certaines plateformes. Donc ça va de pair. Et quand je dis médias, je parle de tous les supports, télévision, je parle des sites internet, je parle des magazines, parce que le journaliste, quel que soit le support où il intervient, nous avons ce rôle d'informer, d'éduquer, de sensibiliser. Et le cinéma, quand un film sort, il faut qu'on informe les gens. Nous avons un public qui est friand de culture, de 7e art, donc il faut qu'il soit au courant, même si l'information ne vient pas directement du producteur ou bien de l'équipe de film. Qu'on ait écho, par exemple, que Apolline a sorti son film, on doit informer le public, que ce soit au journal ou bien sur les plateaux dédiés à la culture. Je pense qu'il manque
il y a des chaînons manquants dans la chaîne en fait. Normalement, c'est le travail d'un attaché de presse d'informer les médias, de trouver des médias partenaires, de relayer, d'inviter les médias pour voir le film, que les gens sachent de quoi ils parlent aussi, parce que c'est un peu des fois honteux d'avoir sur un plateau des professionnels qui viennent parler d'un film face à des journalistes qui n'ont rien vu, qui savent même pas, qui savent à peine de quoi ça parle, genre ils ont le synopsis et puis ils comptent sur le bagou de l'invité pour raconter l'histoire. Pour parler des films ou passer des bandes annonces, ça a un coût. Vous dites que le cinéma est un médium et vous êtes des médias. Pour passer une bande-annonce d'un film et tout ça, ou même des fois pour passer à certaines émissions, il y a un coût. Donc, vous vous placez comment par rapport justement à un projet? Est-ce que vous devenez partenaire? Est-ce qu'il faut quand même payer? Parce que toutes les productions n'ont pas forcément les moyens de payer un certain nombre de diffusions de leurs spots. La bande-annonce est une publicité. Donc forcément, il faut que ça passe à la caisse. Maintenant, quand on est partenaire avec un média, si le média se joint à la production dès le départ, donc ça, c'est des partenariats gagnant-gagnant, ou bien c'est à la négociation que ça se gère. Mais quand, par exemple, moi, mon média n'est pas associé au film, rien du tout, et que ça doit passer au cinéma, ça doit faire son avant-première, je ne vais pas diffuser la bande-annonce gratuitement, même si les journalistes culturels, eux, ils peuvent dire qu'il faut en parler, donner l'information. Mais quand il s'agit de faire une publicité, par exemple, ça... Mais vous pouvez être le média qui s'associe au film, et une fois que le film, entre guillemets, a été amorti dans les salles, vous êtes la première chaîne à pouvoir le diffuser. Effectivement, c'est ça l'idéal. C'est ça l'idéal, mais c'est pas ce qu'on voit tout le temps dans le cadre du cinéma. Quels sont les médias classiques ou bien les télévisions qui diffusent du film? Ce sont les télévisions publiques. La plupart du temps, ce sont les télévisions publiques nationales et ce sont les classiques qu'ils diffusent, c'est-à-dire des films qui ont déjà fait leur temps. Il y a un volet, oui, je reviens. Non, oui, il est inversé, je viens à vous, monsieur Ouedraogo, parce que dans l'intervention de Madame Oussama, il y a quand même un volet qu'elle a effleuré, c'est la partie où elle dit le média, la télévision par exemple, aimerait bien être à la diffusion en amont, ne pas forcément attendre que le film soit amorti, comme elle a dit, avant de commencer à être diffusé. Mais là, Mouna a dit, pour passer une bande-annonce, ça a un prix. Il faut que la production paye pour la communication. Mais après, pour que le film arrive à la télé, il faut payer aussi. Il faut l'acheter. Est-ce que ça, c'est une dynamique qui existe même dans les médias ici, vous qui êtes consultant média? Je pense qu'il faut distinguer les choses de manière nette si on veut être efficace et ne pas tomber dans l'émotion. Il y a une industrie et il y a un investissement. Au moment de l'investissement, le producteur, il vient, il prend ses engagements parce que derrière, il veut rentabiliser, ce n'est pas un philanthrope. Et quand il vient en tant que producteur, il a peut-être derrière lui des distributeurs. Or, la télévision ici est une concurrente en termes de distribution. On ne voudrait pas quand même fermer les yeux parce qu'on est journaliste, venir juste négocier peut-être moins de 1% de ce que vaut le film en contrepartie de diffusion. Non. Alors pour moi, il faut bien distinguer. Ce n'est pas pour moi. La réalité, c'est qu'il faut distinguer ces choses-là. Il y a la production qui a besoin de ressources. Que ce soit l'auteur, que ce soit le chargé de projet, tous ceux qui veulent vendre déjà l'idée et même le projet de film avant qu'il ne sorte pour mobiliser les ressources. Et à ce niveau-là, ces initiateurs en quelque sorte, comme je pourrais les appeler, peuvent avoir dans leur plan d'avoir un média parce qu'ils ont une offre. Ce média va déjà peut-être faire le reportage du film, du tournage, en tout cas, il permet depuis d'enraciner, de faire une immersion et puis de jusqu'au communiquer bout depuis. Et puis après pouvoir diffuser. Mais là, ça dépend du plan de ceux qui initient le film, de ceux qui ont... donc le média ne peut pas venir juste quémander, parce que là, il s'agit de plusieurs centaines de millions très souvent. Vous ne pouvez pas venir avec une dizaine de millions en échange marchandises et puis avoir la suite. Mais de l'autre côté, les médias peuvent, en dehors de leur rôle de traitement de l'information, information culturelle et autres, ils sont également des concurrents diffuseurs. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir? C'est peut-être là qu'il faudra approfondir la réflexion. Soit ils rentrent en coproduction, de sorte que dans
la discussion, on puisse tenir compte d'eux. Soit aussi qu'ils se mettent en collectif, en quelque sorte, d'une centaine de médias peut-être, pour être des coproducteurs ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, en fait, on s'embrouille un peu à vouloir penser qu'on n'a rien à voir avec la production, mais quand ça sort, on doit être privilégié, on doit nous faire une faveur. C'est plus compliqué que ça. Maintenant, peut-être ce qu'il faut dire, elle parlait de maillon manquant, je partage cela. C'est peut-être les agences de communication, notamment la spécialité relations presse qui manque. Parce que déjà, la naissance du projet doit susciter l'intérêt des différentes cibles. Peut-être qu'à la naissance du projet, c'est les investisseurs qui sont notre cible. Après, ça peut être des distributeurs, ça peut ainsi de suite. Mais il faut véritablement, à la naissance du projet, avoir un accompagnement en communication spécifique. Mais ça doit venir de l'initiative de qui? Alors, est-ce que ça doit venir de l'initiative de la production ou du média? De tous. Hein. Je prends le cas d'un réalisateur. Il sait que mieux son projet va être connu, va être à la limite bien vendu, qu'il aura de partenaires déjà à la naissance du projet. Si on sait que Mouna Ndiaye va tourner dans le film, ça peut être un avantage déjà. Je veux dire qu'on peut déjà donner des informations orientées pour que le film, à l'étape même de la création ou du projet, ou à l'étape de la production, déjà puisse... Bon, bref, à tout moment. Et ça, c'est le véritable rôle des hommes de communication. Même en politique, vous vous rendez compte que Yes We Can est né après 13 ans de collaboration avec celui qui encadrait, qui suivait Obama pour sa communication. Donc, c'est dès la naissance du projet qu'il faudra en parler, parmi les confidents ou les proches, avoir quelqu'un qui donne une âme à votre projet, qui peut même l'orienter. J'allais dire peut-être pour décevoir les artistes pleins, que malheureusement la publicité et son grand frère en quelque sorte, le cinéma, c'est de l'art commandé, quoi qu'on dise. On a un public, on écrit pour le public. Maintenant, il y a des choses qui peuvent marcher avec le public. Ça ne sert à rien d'aller écrire des choses que le public ne va pas aimer. C'est dommage. Mais après, on peut initier ce que le public va aimer. Parce que souvent, on peut créer... Mais à la naissance, c'est mieux que ça imbrique tout ça. Et les sujets difficiles, comme on le dirait en publicité, il y a des contraintes de création. Les sujets qui sont difficiles, on peut aborder ça et puis dire, bon, certes, voici le parti pris de l'auteur, de celui qui a écrit, mais face au public, où on veut vendre, où on veut un accueil, voici comment on peut le traiter. Et ce n'est pas interdit. Je sais même qu'après le tournage, on coupe des parties, on arrange, on va retourner certaines parties pour compléter parce qu'on se serait rendu compte. Mais l'idéal, c'est qu'on prépare tout ça avant. Ah oui, bien sûr. En fait, M. Ouédraogo vient de donner des cas de figure. Bien sûr, il y a beaucoup de cas de figure quand il y a un projet de film. Quand il y a un projet de film, le média peut être coproducteur. S'il est associé en amont, je pense que je l'ai dit. Maintenant, si on n'est pas associé en amont et que le film est fait et tout, et qu'il cherche des partenaires, la distributrice peut se rapprocher d'un média, ou bien quand un média vous propose quelque chose d'intéressant, vous ficelez le contrat et que ça va être diffusé sur le média. Et ce n'est pas parce qu'aussi qu'on a dépensé même des milliards pour un film qu'on doit en priver à une audience. Ce que les médias offrent, c'est une audience plus large. Moi, je pense qu'il y a un quiproquo entre médias et diffuseurs. Voilà. La télévision est un canal de diffusion, tout comme la salle de cinéma. C'est pour ça que normalement, on respecte une chaîne, on sort le film en salle et après, on le diffuse à la télé. Parce que si vous le diffusez à la télé d'abord, les gens n'iront pas en salle. Donc, c'est là qu'on parle de coproduction, etc. Mais le média, c'est plutôt l'émission télé, comme ici, par exemple, qui aura lieu dans cette chaîne et qui va inviter, par exemple, les acteurs du film. Et la diffusion. Donc, c'est pas lié. Et notre problème actuellement en Afrique, c'est que les chaînes n'achètent pas les films. Elles vous demandent de payer les spots avant le film pour le diffuser. Ce n'est pas à vous, producteurs. Vous devez générer de l'argent pour faire vos prochains films. On vous demande de payer encore. Ça se trouve, vous n'avez même pas sorti le film en salle. Il a fait 3 festivals, il n'a pas gagné d'argent. Peut-être vous avez eu un prix. Je veux le montrer à la télé. Ok, ça sera tant. Ça, c'est pas possible. En fait, l'industrie marche à l'envers. Il faut que dans les chaînes de télévision, il y ait un budget pour diffuser les films. Et c'est là qu'on va générer de l'argent pour les créateurs. On va dire avec un service qui s'occupe de trouver les sous pour financer ce budget-là. Tantôt, j'ai dit que ceux qui diffusent ces films, ce sont plutôt les médias publics.
les chaînes publiques, parce que eux, ils ont les capacités, par exemple. Rares sont les médias, les télévisions privées qui ont la capacité, par exemple, de proposer à une distributrice pour que son film puisse passer dans les médias. Et aussi, c'est des cas de figure, en fait. C'est un contrat. Et il n'y a pas de contrat type. Il n'y a pas de contrat type aujourd'hui. Si aujourd'hui la télé veut diffuser, on peut passer par les sponsoring. Il y a de ces contrats où quand le film va passer, on va mettre la bande-annonce, tel film va passer, c'est un film qui a déjà une grande audience, que les téléspectateurs vont attendre. Les publicités, les contrats de publicité vont fuser de partout et tout ce qui sera généré va être partagé soit avec le producteur et la chaîne de télé. Donc tout est contrat, tout est discussion au préalable. Il n'y a pas de contrat type pour dire qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'un film va être diffusé à la télé et il n'y a pas... Moi, je pense que ça fait partie de la politique culturelle. Parce que si aujourd'hui, quand vous allumez la télévision, vous voyez des vieux contenus américains, des telenovelas, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des personnes qui arrivent à vendre à bas coût aux chaînes de télévision des gros lots de programmes qui seront diffusés tout au long de l'année. Et parce qu'il y a ce bas coût, eh ben, les gens n'investissent pas dans la production locale. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de militants des politiques culturelles qui réclament des quotas. Il faudrait qu'il y ait des quotas de films burkinabés sur les chaînes burkinabées. Et on ne peut pas se contenter, parce qu'en fait, c'est carrément le cerveau de nos téléspectateurs et téléspectatrices qu'on est en train de façonner selon des univers et des projections occidentales, etc., alors qu'ils pourraient consommer local. Et c'est pour ça que les séries ont eu un énorme succès. C'est que d'un coup, les chaînes de télévision sont devenues coproductrices, donc elles ont diffusé et rediffusé et les gens se sont vus à l'écran, ils ont reconnu leur quartier, ils ont reconnu leur langue et je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Ça a été la preuve que si on diffuse les contenus locaux, ça fonctionne, le public est au rendez-vous. Alors en tant que distributrice, moi j'ai envie de savoir, pour un long métrage qui va potentiellement avoir une belle vie, participer à des festivals, peut-être remporter des prix, en tant que distributrice, qu'est-ce qui est le plus rentable? Diffuser en salle ou diffuser par exemple à la télévision, une chaîne de télévision. On parle de l'avant-Covid, l'après-Covid, du contexte africain, du contexte occidental. Oui, bon, tout ça. Le grand problème de la salle de cinéma, c'est que même les exploitants qui programment sur des coups de cœur, etc., c'est difficile de connaître son public. Et même même les distributeurs, on va miser sur un film, mais en fait c'est un autre qui va cartonner. Moi je peux le dire, un des gros succès que j'ai eu avec un court-métrage dans mon catalogue, c'est quand je l'ai vu, ben moi j'y croyais pas trop parce que j'avais adoré son précédent court-métrage. Ben en fait ça a été un des plus gros hits. Le film a été demandé partout, on l'a vendu à plein de chaînes de télévision, justement. On l'a vendu à des chaînes de télévision. Et les médias ont parlé du cinéma, parce qu'il a eu des prix, etc. Mais du coup, voilà, c'est comme quoi, des fois, on peut se tromper aussi dans ses goûts. Des fois, le public va s'emparer d'un film, on ne sait pas pourquoi. Mais effectivement, pour avoir du succès en salle, il faut que le public soit au rendez-vous. Donc c'est vrai que si le film n'a pas fait parler de lui, si c'est un casting inconnu, si le cinéaste, pareil, c'est un premier film, personne ne le connaît, c'est un peu compliqué. Mais si des fois on peut s'appuyer sur un casting qui est connu ou un cinéaste qui a déjà fait parler de lui ou une attente qui a été créée justement en termes de médias, de communication, il y a tel film qui est en tournage, attention, ça va sortir, etc. Là, ça génère des choses. Mais pareil, les ventes télé, il y a des chaînes de télévision qui vont acheter avec un tarif à la minute qui est non négociable et il y en a d'autres pour qui on peut négocier parce que le film a eu tel ou tel succès. Et en fait, c'est un peu ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous approchez un acheteur ou une chaîne de télévision, elle va vous dire, ok, quelle est la carrière du film? C'est-à-dire, où est-ce qu'il a été montré? Est-ce qu'il a remporté des prix? Et en fonction de là, vous vous rendez compte que vous avez une marge de manœuvre ou pas du tout. Donc la rentabilité se joue un peu là-dessus. Si on prend l'exemple de Atlantique de Mati Diop, qui était en compétition au Festival de Cannes en 2019, il a été acheté à plus de 1 500 000 $, je pense, par Amazon Prime Video. Okay. Parce qu'en plus, elle a gagné le Grand Prix. Donc en fait, c'est ça, c'est des enchères. Lourd, en fait, dans le coût de vente après, quand on arrive. Et c'est la logique de Cannes, parce que Cannes, en fait, elle invite les cinéastes, etc., mais très peu. Moi, je me dis, le FESPACO est très généreux, parce qu'il prend en charge les invités, les hôtels, la nourriture. Les gros festivals, ils vous invitent 3 jours, ils payent peut-être pour 1 ou 2 personnes de votre équipe. Le reste doit se débrouiller avec la production. Mais ils partent du principe que vous allez avoir tous les médias. Apparemment, au niveau mondial, après les Jeux Olympiques, c'est le Festival de Cannes. Et donc, même le prix que vous allez remporter, il n'est pas doté en argent. Alors que le Festival de Venise, il y a un chèque qui va avec le prix. Donc, c'est des choses à réfléchir aussi, selon les prix à décrocher. Justement, par rapport à la communication, je trouve qu'il y a effectivement
le FESPACO est un endroit où on voit beaucoup de films pour la première fois, où il y a des gens qui insistent vraiment pour que leurs films soient vus au FESPACO parce que c'est important. Et pourquoi il n'y a pas de suite après à ça? C'est une question que je me pose. Oui. Tous les films qui sont primés, d'abord, ils ne passent pas dans les salles, ils ne passent pas dans les autres pays, et ils sont distribués nulle part. Alors la faute revient, on ne le voit pas non plus à la télévision. La faute revient à qui? C'est qui? Oui, il doit y avoir beaucoup de maillons de la chaîne qui manquent, parce que c'est vraiment dommage parce que là, vous voyez, il y a beaucoup de programmes, beaucoup de programmations, on ne peut pas tous les voir. Et qu'après FESPACO, c'est fini. Il y a le dimanche, vous pouvez voir les films primés. Il y a eu des producteurs, il y a eu des distributeurs, il y a eu des médias, il y a eu des communicateurs. Mais c'est fini, on va attendre 2 ans encore. Moins les communicateurs. Mais pourquoi? Parce que c'est la rançon, justement, des choses approximatives. Pour moi, quand on regarde toutes les productions, il n'y a pas plus de 15% de capacité communication dedans. Quand vous ne les associez pas, vous ne pouvez pas les voir. On ne peut pas les prendre au bon. Je pense, et encore une fois, des deux côtés. Pour les médias, quand tu prends la presse écrite, elle n'a pas grand-chose à exploiter d'un film, une coproduction. Elle n'a rien à tirer. Mais les télévisions ont ces 2 casquettes et qu'elles définissent leur rôle précisément. Et même que leurs équipes aillent beaucoup plus loin que ça. Un partenariat avec une production doit pouvoir avoir des spécialistes qui disent voici la batterie de services que je peux vous offrir. En temps normal, ça va coûter comme si, mais pour le partenariat, de sorte à pouvoir diffuser sous ma casquette de diffuseur après, voilà ce qu'on peut avoir. Mais vous ne pouvez pas venir d'une manière et puis vouloir être encore, surtout dans un pays où les reportages sont payants. Mais c'est la même chose aussi pour les diffuseurs. De même que vous budgétisez la participation voilà, on y arrive. À un festival, il faut budgétiser aussi toute la communication. N'attendez pas que les médias, à qui vous ne faites pas de cadeaux, diffusent gratuitement. Je pense que les 2 parties, en tout cas, doivent mettre carte sur table. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, en l'état, une équipe de production, dans son budget, prévoit la com pour la promotion du film? Elle devrait, mais est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'un distributeur a un projet? Les derniers sous finissent à la fin du tournage, donc même la post-production, ça devient un problème. Alors donc voilà, il ne faut pas s'étonner. Voilà, ce qui est intéressant en ce sens, c'est que aussi, les médias, même si ils veulent se cantonner dans le rôle d'information, c'est très mince la ligne qui sépare l'information et la communication quand il s'agit d'un film. C'est très subtil. Il a parlé de la presse écrite. Des fois, c'est juste ce sacerdoce d'information qui nous pousse à parler d'un film. Parce que si vous n'avez pas été associé, si la presse écrite, par exemple, nous avons un magazine, c'est juste un sacerdoce. Nous voulons mettre en avant les industries culturelles et créatives. Il n'y a rien derrière, si ce n'est de vulgariser les talents, d'avoir cette passion, de vouloir montrer tout ce qui se fait de beau sur le continent. Sinon, il n'y a rien. C'est nous-mêmes qui venons vers les producteurs, c'est nous-mêmes qui allons vers les... Si nous ne pouvons pas avoir le producteur, nous allons vers les acteurs de façon individuelle. Forcément, on va parler du projet, forcément, on va parler du film. Donc, les médias apportent beaucoup de choses au 7e art. Vous allez voir sur la presse écrite la critique de presse d'un film et la critique de presse africaine, elle est très favorable, je veux dire, au film, parce que c'est une sorte d'engagement de dire que oui, il y a le cinéma qui se fait. On est plus en train de pousser que de dire corriger ceci, faites passer voilà, comme même ça. si ça ne nous empêche pas également de critiquer de façon objective, mais à la fin, c'est de pousser les gens à regarder telle ou telle production. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est aux producteurs de plus penser médias que les médias de penser promotion et accompagnement du film. Parce que nous faisons notre part. En fait, je voulais dire, les médias tels que vous en parlez, je me dis, vous n'allez pas vers des pseudo-promoteurs, des gens qui pourraient associer une marque à un magazine, par exemple, associer une marque de vêtements, une marque de je ne sais pas quoi, un magazine. Vous, en tant que média, ça vous génère de l'argent. Mais je pense que la production d'un film, c'est la production d'un film.
la production d'un magazine, c'est la production d'un magazine. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Je ne sais pas si je me trompe ou pas. Et, est-ce que quand je dis médias, je parle particulièrement maintenant pour la télé, est-ce que nos télévisions ont les moyens d'acheter nos films? Ils n'ont pas les moyens d'acheter nos films, ni de les coproduire. Puisque même il y avait à l'époque une maison qui prenait vraiment les films ou les séries en fin de vie, qu'on nous diffusait ici. Et nous, on était très contents de regarder ça à la télé, alors que c'est dépassé depuis longtemps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, en 2023, nos télévisions, nos médias ont les moyens d'acheter nos films? Parce qu'un film, ça coûte cher. J'entends un nom collectif. Moi, j'ai une question. Oui? Non, c'est pas un nom. Mon souci, c'est l'inconséquence. Oui. Vous ne pouvez pas soulever les problèmes économiques, financiers à la fin. C'est depuis la création du média. Malheureusement, derrière médias, journalisme, on a un genre de sacerdoce où on pense que ça suffit de dire qu'on diffuse l'information. Le magazine devait, à sa création, déjà avoir son modèle économique. On ne crée pas déjà parce qu'on veut parler culture, mettre en valeur les acteurs, et puis après venir se plaindre que personne ne finance. C'est à la création de ce support-là. C'est la même problématique que tous les auteurs, les réalisateurs. Donc pour moi, il faut effectivement poser la question. Parce que quand même dans le paysage, quand vous prenez une banque que je ne peux pas citer, elle a quand même un volet où elle s'intéresse au culturel. Vous avez un ensemble de fondations dont la nature juridique même des fondations, c'est un genre de, comment on dit, en fait, de mécénat. Comment est-ce qu'on capte ça? Ce n'est pas parce que vous avez un magazine que ça va être systématique. Ça doit être promu en amont et puis qu'on dise, si vous faites un magazine de ce type-là, ou bien telle émission ou telle rubrique dans vos parutions de tous les mercredis, avec telle communication en conséquence, le marché burkinabé, pour l'exemple du Burkina, vous permet de mobiliser autour de voilà, tel montant là-dessus. Bon, c'est peut-être le sujet tabou. Mais est-ce que ça ne joue pas un peu sur l'autonomie du média à un moment donné? Et c'est là qu'il faut sortir du rêve de... Tout est action économique. Maintenant, il faut être conséquent. Seulement, il faut le poser en amont pour pouvoir limiter. Ça, je ne marchande pas. Maintenant, ce que je peux marchander, c'est ceci et à tel coût. Mais quand ce n'est pas fait, ben, on est maintenant dans un dilemme où on accepte ou on n'accepte pas et puis c'est la mort qui n'est pas loin. Oui, mais maintenant, on a combien de pages cinéma dans les médias papier burkinabés? On a combien d'émissions radio destinées au cinéma? On a combien d'émissions télé destinées au cinéma? Ça rejoint ce que je dis. Il appartient aux médias d'en faire une stratégie éditoriale et marketing. J'ai un journal qui a tel dosage, peut-être 30% de culturel, je me positionne de telle manière. Et donc, je peux, face à mes partenaires, dire, voilà, et que mon lectorat est... Ça finit par la journaliste qui sommeille en elle, enfin qui sommeille même pas mais qui est là en elle. Non mais je voulais rebondir là-dessus parce que moi quand j'ai démarré en tant que critique cinéma, les médias cinéma ne s'intéressaient pas à l'Afrique et les médias Afrique n'avaient pas de page culture dédiée au cinéma. On écrit où? On finit sur des sites internet, on n'est pas payé et on est juste content de publier, de faire connaître les gens. Mais à un moment donné, effectivement, il faut que la culture, ça devienne un bien culturel. Il faut qu'on comprenne qu'il y a une économie autour. Un travail indépendant qui génère du revenu. Également poser la question aux journalistes qui sont là, la plupart, comment ils se sont débrouillés pour être au festival. Il y en a qui en font un combat en fait, pour pouvoir être dans un festival. Parce que la culture, c'est le parent pauvre dans les médias la plupart du temps. C'est de petites rubriques, c'est de petites informations, même sur la chronologie de l'information, dans la plupart des cas, c'est la culture. Enfin, la page culture. Bien en dernier lieu, dans les rédactions, quand vous êtes journaliste culturel et qu'il y a le rush politique, non, vous ne vous cantonnez pas à la culture. Hein. Vous êtes déployé sur le terrain pour parler politique. C'est le journaliste culturel qui est le plus polyvalent dans les médias. Les autres, ce serait difficile pour eux de parler de culture, mais pour le journaliste culturel, quand on a besoin de lui, parce qu'il y a des conditions sociales qui font du bruit dans le pays, il y a l'actualité politique, vous êtes tous déployés. C'est relégué au second plan. Et quand il y a des médias qui s'intéressent à la culture, au cinéma, il y a
modèle économique qui est mis en place. Mais si vous mettez le modèle économique et que l'environnement du pays où vous êtes n'est pas favorable à ce modèle économique, ou bien tout ce que vous allez négocier, ce sera au bon vouloir de vos interlocuteurs, mais pas parce que la législation ou bien l'environnement est favorable, a été bien organisé. C'est là où se trouve le problème pour ces médias. Encore que on parle de dépenser beaucoup d'argent pour la production des films, vous pouvez me rectifier si je me trompe, la plupart des films qui cartonnent aujourd'hui au Sénégal, au Burkina, ont reçu la subvention des fonds publics dans les pays. Je parlais de FOPICA. Donc, c'est beaucoup d'argent, mais aussi il y a l'argent du contribuable qui est mis en avant. Donc, si on doit se dire les choses clairement, il faut également qu'on puisse parler de cet aspect. On parle de coproduction. Il y a des films dont on a même la difficulté de déterminer la nationalité. Tellement que Sénégalais, Burkinabé, Français, ça c'est la beauté. La diversité fait la beauté. Mais donc, tout maintenant peut se faire. Il ne faut pas se limiter au système classique, dire que oui, les médias viennent quémander après que le film ait été fait. Tout le monde quémande à la fin. Parce que même le réalisateur et le producteur va soumettre son projet au fonds qui subventionne, qui aide le 7e art dans son pays ou dans d'autres pays, les organisations et autres. Quand on regarde la fiche technique d'un film, oh là là, on va voir toutes les fondations, tous les instituts culturels et autres. Oui, pas tous les films, mais là, pas tous les sujets non plus, voilà, la plupart. Les fonds qu'il y a dans chacun de nos pays, qui sont récents d'ailleurs, avec le fonds d'un seul de nos pays, la manière dont c'est distribué, ça ne peut pas faire un film. Ça ne peut même pas suffire, Ça ne peut pas faire un film. Donc on est obligé un peu partout, de se mettre en coproduction avec d'autres pays. Mais heureusement, la nationalité du film reste la nationalité du réalisateur. Donc faut bien dire. Voilà, la nationalité du film, c'est la nationalité du réalisateur. On peut prendre des comédiens de partout, des coproducteurs de la nationalité du réalisateur. Merci beaucoup. Et de beaucoup. plus en plus, je pense qu'il faut qu'on en arrive à ça. La coproduction et que tous les Il ne nous reste pas beaucoup de temps d'échanger. C'est hyper intéressant comme échange, plateau aujourd'hui. Moi, j'ai une dernière question, la toute dernière, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la nécessité d'aller à la coproduction, de revoir les modèles économiques et de penser même la com à la base, en amont, en termes de collaboration, pour être sûr qu'à la fin, le film va avoir une bonne vie, un bon niveau de promotion. Mais aujourd'hui, on a dit que la série cartonne quand même à la télévision, oui, parce que c'est un format qui est dédié à la télévision, qui est très consommé, qui est très demandé. Et est-ce qu'aujourd'hui, une télévision a encore intérêt à s'associer à une production cinématographique pour le grand écran quand il y a la série comme alternative? Est-ce que l'intérêt ne risque pas d'être perdu donc par les médias? C'est un rendez-vous avec le téléspectateur, la téléspectatrice. Vous savez que tous les soirs à 19h, vous allez suivre les aventures de Fatou, de Mamadou. Oui, du coup, est-ce que la télé va pas plus mettre de l'argent pour avoir les aventures de Mamadou, moins que de se casser la tête à trouver comment? Parce que dans le modèle économique, encore ça dépend des télé. On va penser en termes des spots bien sûr, qui va être diffusé ou la petite page de pub au milieu. Mais le film, le grand film, c'est aussi soutenir la production nationale, c'est la renommée internationale, c'est faire connaître ses talents localement. À un moment donné, c'est un investissement, c'est des talents du pays qui doivent être vus dans tout le pays. Et ça rejoint encore une fois cette problématique que toute l'offre culturelle est concentrée dans les capitales. On fait quoi pour les villes qui sont pas... On fait quoi pour les téléspectateurs qui ne sont pas à Ouagadougou? Ils ont envie de voir les films. S'ils n'ont jamais accès via la télévision, à quel moment qui va se lever en disant j'ouvre ma salle de cinéma? C'est ça, effectivement. Donc, oui, on est vraiment en train de faire notre dernier tour de table. Hein. D'accord, tout est vraiment tributaire du positionnement du média. Celui qui, je ne vois pas, il ne va pas rentrer dans la cour à laquelle cette télévision n'appartient pas. Il faut qu'elle reste dans son positionnement. Si elle ne peut pas profiter, elle ne peut pas offrir des films d'un certain calibre à ses téléspectateurs, ce n'est pas la peine de faire semblant d'être parmi les grands. Si elle peut se positionner en série, elle se positionne. Okay. Et puis un programme télé n'est pas fait que de films. Naturellement. Voilà, il faut déterminer objectivement. Bien sûr. Voilà, exactement, et sa position. Et il y a la ligne éditoriale de la télé aussi qui fait qu'on choisit le contenu qui va être diffusé. Pour Claire. C'est comme ça qu'on crée des... Oui, à Claire, on va passer un micro. Oui. C'est comme ça qu'on crée des classiques en fait. Parce que du coup, vous avez des films qui vont être décidés par telle télévision nationale, je ne sais pas, chaque fin d'année, on va diffuser Diane de Gaston Labouré. Et bien comme ça, pendant des générations, les gens... Ça devient un classique à la fin de l'année. Je connais, c'est le film en fin d'année, à chaque fois on le voyait. C'est comme ça aussi qu'on crée un univers collectif, national, et un patrimoine même, je dirais, à préserver.
Absolument. Alors, les derniers propos de Madame Oussama? Je dis que l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'il y a les séries qu'on ne doit pas avoir de belles affiches. Parce que les séries, c'est l'audiovisuel. Le cinéma reste le cinéma. En tout cas, bonnes bandes annonces. J'ai en fait pour les films. Ouais. Quand vous regardez les classiques, même si les classiques, on en a regardé, vous voyez à la fin la fiche technique de production. Vous voyez toutes des nationalités, sénégalais, vous voyez maquilleuses, tous ces métiers qui gravitent autour. Vous voyez des personnes qui incarnent bien le rôle. Vous êtes à Dakar, vous connaissez Idriss Ouedraogo, vous connaissez Yaba, le film Yaba d'Idriss Ouedraogo que nous avons vu, revu. Là, actuellement, on parle d'Apolline Traoré qui est en train de faire d'excellentes choses. Même si l'un n'empêche pas l'autre. FESPACO en est un exemple. Parce que vous avez une programmation série maintenant. Voilà. Donc ça veut dire que même si on montre les séries, qu'on donne rendez-vous à nos téléspectateurs, qu'on parle de séries dans nos magazines, on aimerait bien de temps en temps avoir des entretiens exclusifs avec Moussa Sen Absa, avoir des entretiens exclusifs avec Apolline, balader notre caméra lors des tournages dans le désert. Tout ça là, on aimerait pouvoir faire profiter à nos lecteurs, à nos téléspectateurs, mais également à nos internautes, parce que les médias maintenant, c'est tout partout ce support. Exactement. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. C'était un échange fort intéressant. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais le plus important, c'est de dire qu'on a quand même le début de cette discussion. On se rend compte que les rôles sont partagés, autant le média dans l'intervention de la promotion du cinéma que le cinéma dans sa conception de la prise en compte des médias dans la future promotion. Merci à Claire Diao. Merci à Madame Oussama, merci à Monsieur Ouedraogo. Eh bien, Mouna, un dernier mot avant qu'on se dise au revoir. Moi, je dis toujours presque la même chose, de remercier tous les maillons de la chaîne du cinéma, médias, communication, distribution, et surtout aller dans les salles. On est presque à la moitié, il reste encore quelques films à voir. Allez dans les salles parce que c'est aussi pour le public et le contribuable comme disait Madame Oussama, qu'on fait des films. Donc voilà. Exactement. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. On se retrouve demain avec un autre sujet, toujours sur ce plateau. On dit un grand merci à notre panel d'invités ce soir. Bonne suite de festival à chacun d'entre vous. De belles rencontres, de jolis contrats, de promotion, de distribution, de communication. Que tout se passe bien, car oui, c'est important pour qu'un film cartonne en salle. Peu importe la qualité du travail et l'énergie qui a été mise en amont, il faut penser à la communication derrière pour que le public, pour qui on produit ce film-là, soit au courant et puisse se rendre en salle, le voir, l'apprécier à sa juste valeur et attendre avec impatience les prochains films du même réalisateur. Et ainsi, la chaîne va commencer à se mettre en place et tout ira bien. Alors encore une fois, je vous invite, comme Mouna, à aller en salle, à voir les films. Vous allez vous rendre compte, sincèrement, de la qualité, du talent de nos cinéastes. C'est dommage de ne pas en profiter. Encore quelques jours, c'est bientôt le week-end. Sortez de chez vous si vous en avez le temps et les moyens. Allez-y en salle, passez d'agréables moments en famille et profitez pleinement du FESPACO. On se retrouve donc demain, toujours autour de cette table pour encore échanger sur des thématiques qui concernent le monde du 7e art. Je dis encore un grand merci à Tibounti pour ma tenue aujourd'hui et à Heidi Pearl pour mes boucles d'oreilles. Et à demain, prenez grand soin de vous. Au revoir.